liberté. Écoute le peuple chanter. Écoute le peuple hurler. Liberté, dignité. Nos vies nous appartiennent. Liberté, dignité, solidarité. Noir, blanc, rouge, jaune. Liberté, dignité, solidarité, démocratie. Ensemble, nous choisissons. Roi, despote, tyran, dictateur, garde rouge, marchand d'esclaves. Le peuple est plus fort que toi. Pluie les mains, sa guitare continue de chanter, seul. Crève-lui les yeux. Par ses 1000 autres yeux, il te regarde en face. Arrache-lui la langue, son cri assourdit les vallées, escalade les montagnes, franchit les océans, nul ne peut l'arrêter. Tu te crois invincible. Roi, despote, tyran, dictateur, garde rouge, marchand d'esclaves. Détrompe-toi. Le peuple, au poing nu, se dresse face à toi. Femmes, enfants, ouvriers et paysans protestent, manifestent, chantent, crient, hurlent. Là-bas, de l'autre côté des Andes, ils martèlent sur leurs casseroles. Liberté! Là-bas, de l'autre côté du rideau opaque, ils scandent solidarité. Là-bas, dans les îles des grands océans, ils crient dignité. Là-bas, à la pointe de Bonne-Espérance, tous hurlent égalité. Ici, là-bas, partout, ailleurs, le cri monte, crève les nuages. Pourquoi ces tueries? Pourquoi ces massacres? Pourquoi ces ghettos? Pourquoi ces lynchages? Pourquoi ces pogroms? Pourquoi l'apartheid? Pourquoi l'intolérance? Pourquoi la mort plutôt que la vie? La balle part, le sang jaillit, l'enfant tombe, meurt sur le macadam. La balle siffle, le sang gicle, le paysan s'écroule, meurt dans la boue. Les matraques dansent, les balles crépitent, le cri se fait écho. D'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie, là-bas, d'Europe. Le cri a jailli. J'existe. C'est ma dignité. Ailleurs, là-bas, ici, toujours le cri jaillira. Liberté!
drapeaux. Venez saluer ce chêne, symbole de nos luttes passées et témoignage de notre amitié liant Saint-Priest à ses villes jumelles de Mülheim en Allemagne et d'Arezzo en Italie. Que retentissent maintenant les chants des résistants allemands et italiens qui donnèrent leur vie pour la liberté. Comme ce chêne que nous venons de planter, je suis la mémoire du peuple de France. Ce peuple qui se leva voici 200 ans. Ce peuple qui se mit en marche pour nous apporter la démocratie. En cet hiver de 1789, au royaume de France, le peuple souffre. Il souffre d'un froid extrême. La Seine est gelée. Le Rhône livre passage aux piétons et aux voitures jusqu'à Valence. L'Elbe, le Danube, la Loire et la Garonne sont pris par les glaces. À Paris, il gèle devant les cheminées. Le peuple de France souffre. Je suis la chair et le sang de ce peuple. Je suis la souffrance. En cet hiver 1789, au royaume de France, les poules ont les pattes gelées, les moutons perdent leur laine, le poisson périt dans les étangs, le gibier meurt de faim. Le pain qui était à dessous la livre l'an passé est maintenant à 4 sous. Le peuple de France souffre. Il est réduit à la plus grande misère. Le pays est meurtri. Le peuple de France souffre. Il ploie sous les injustices et les inégalités. Dans ce beau royaume, le plus riche d'Europe, le plus envié, qui paie les impôts? Non pas les nobles, non pas le clergé, mais le tiers. Le tiers-État, des marchands, des bourgeois, des artisans peut-être, mais surtout des ouvriers, des paysans, des métayers, des laboureurs, des manouvriers, de pauvres hères. Le peuple de France souffre. Des femmes, des hommes et des enfants, affamés, écrasés, pressurés, accablés. Alors que la révolte gronde un peu partout, alors que les greniers sont vides et que les fermiers généraux n'arrivent plus à collecter l'impôt, une lueur d'espoir traverse la terre de France. En ce printemps de 1789, le roi a convoqué les États généraux. Ceux du clergé, ceux de la noblesse et ceux du tiers-État, le peuple, établissent leur cahier de doléances. 40 000 seront envoyés au roi. Quel libéralisme inouï! Le peuple a la parole. La révolution est en marche. Le peuple de France espère. En ma qualité de notaire royal, je suis chargé d'établir un cahier de doléances. Vous avez demandé à Antoine, qui sait lire et écrire, car il a été élevé par son oncle le curé, de noter ce que vous souhaitez dire à notre bon roi. Approche, Antoine, approche et parle.
Ben, faudrait commencer par les impôts, qui font qu'engraisser les fermiers généraux. Puis toutes les corvées qu'on a fait pour monsieur le comte. Et que nos chevaux, ils sont plus souvent au château qu'à la bourrée. Puis il y a aussi les lapins des Guignards, qui rasent notre blé en herbe. L'octroi de Lyon, la gabelle, le colombier. On veut plus de toutes ces corvées. Faudrait plus de justice. On a un peu réfléchi. On a pensé à la misère. On s'est dit qu'on pourrait peut-être y faire quelque chose. Si par exemple les impôts ils étaient payés aussi par ceux de la noblesse et du clergé. Également, selon leurs revenus, ça changerait beaucoup. Ah oui, j'oubliais. Et puis, si on pouvait avoir une école, pour que nos enfants ils puissent apprendre à lire et à écrire. On est si fiers de savoir lire. Et puis qu'on pense à nos malheureux curés de campagne, qui vivent quasiment de la mendicité, et qui plus de tirage au sort, qu'envoient nos gars aux armées, par malchance. Merci Antoine. Tu veux parler, Marie? C'est au sujet de la sage-femme. Il y en a qui disent qu'elle suffit, mais moi non. Je trouve qu'il y a eu trop de morts, trop de mères, trop de petits. Ce qu'il nous faudrait, c'est un bon docteur. Je vous ai bien écouté. Je vous ai bien écouté. Je vais maintenant rédiger ce cahier de doléances. Et si nous sommes tous d'accord, vous viendrez signer. Si vous ne savez pas écrire, vous mettrez une croix. Sire, si vous saviez de combien de sueur, de sang et de larmes est arrosé l'argent qui entre dans vos trésors. On nous arrache à nos charrues pour travailler à notre ruine. Et l'unique prix de ce travail est de voir passer sur nos héritages les carrosses de l'évêque, de l'abbé, du financier, du grand seigneur, qui foulent aux pieds de leurs chevaux le sol qui servit autrefois à notre nourriture. Alors que la noblesse continue à donner bals et réceptions, alors que le roi insouciant continue à chasser, alors que le haut clergé continue à vivre dans l'opulence, les événements se précipitent. La tension est à son comble, entretenue par des rumeurs annonçant le pire. L'unité du tiers vacille. Le peuple, tourmenté par la faim, descend dans la rue. La violence fait son entrée en scène. Paris, le 28 avril 1789. Émeute au faubourg Saint-Antoine, 300 morts. Des attroupements se sont formés dès le matin, la foule gonfle. En fin d'après-midi, elle force tous les barrages, profitant du passage de plusieurs carrosses nobles, revenant comme si de rien n'était, des courses au château de Vincennes. La troupe n'intervient pas. On met le feu chez Réveillon. Les caves de la maison sont envahies. Le pillage se prolonge pendant 2 heures sous les yeux des badauds accourus au spectacle. Enfin, quand l'émeute est à son comble, les gardes françaises, rejoints par un détachement de Suisse et par des cavaliers de la Royale Cravate, ouvrent le feu sans discernement. L'émeute se termine dans le sang, laissant 25 morts selon les rapports de police, plus de 900 selon d'autres témoignages. En ce 5 mai, les représentants de la nation siègent à Versailles. Quel spectacle imposant! Le clergé dans ses habits traditionnels, la noblesse coiffée d'un chapeau à plumes retroussées, et le tiers surtout, grave, en costume noir et cravate blanche. Plus de 1000 députés, dont la moitié représente le tiers-État. Et voilà que ce tiers se met à renacler, à piaffer. Il exige que les votes soient comptés par tête et non par ordre. Il est rejoint par certains nobles et quelques prêtres.
Il se barricade dans la salle du jeu de paume où on l'a relégué. Il décide de n'en sortir que sous la force des baïonnettes. Il fait serment de donner une constitution à la France. Le peuple n'espère plus. Le peuple croit. La révolution est en marche. Il arrive de Paris. Il a vu des choses incroyables. Le roi a chassé M. Necker. Il le tient pour responsable des désordres. Les Parisiens réagissent. Au palais royal, on entend « Aux armes! Aux armes !» La foule s'engouffre chez les armuriers, vole les armes, se rend à la Bastille. La forteresse est prise en moins de 3 heures. La foule libère les malheureuses victimes de l'injustice. Voilà, mes amis, quels jours heureux et brillants se lèvent sur nous. Les barrières de la naissance et de la pauvreté sont tombées. Bleu, blanc, blanche, cocarde, cocarde. Tiens, citoyen, une cocarde. Faites comme notre bleu, blanc, rouge, cocarde, cocarde, cocarde. Portez la cocarde. Faites comme notre bleu, blanc, rouge, cocarde, cocarde, cocarde. Faites comme notre cocarde. Cocarde, cocarde, cocarde. Allez, cocarde. Faites comme notre bon roi. Rouge, cocarde, cocarde, tiens, citoyen, une cocarde, faites comme notre beau roi, portez la cocarde, cocarde. En cette nuit du 4 août, dans la salle des menus plaisirs à Versailles, les États généraux constitués en Assemblée nationale continuent de délibérer. Je déclare la séance ouverte. Je vous rappelle que nous sommes réunis ce soir pour délibérer sur le bien fondé de mettre en préambule à notre Constitution une déclaration des droits de l'homme. Pour la noblesse, a demandé la parole Monsieur de Noailles. Monsieur le Président, Messieurs du clergé, Messieurs du tiers, ne croyez-vous pas qu'il serait plus important de voir comment nous pourrions calmer les troupes qui agitent la campagne et désolent la France, plutôt que de savoir si une déclaration des droits de l'homme doit être mise en préambule à notre Constitution? Les malheurs qui accablent le pays ne peuvent être apaisés que par des bienfaits et des soulagements. Messieurs, au lieu de réprimer les paysans, supprimons les droits féodaux qui pèsent sur les personnes et sur les terres. Pour le tiers, Monsieur Le Guen de Kérangal. Monsieur le Président, Messieurs, les titres et droits féodaux ne sont qu'un monument de la barbarie de nos pères. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits. Messieurs, la parole est à Monsieur de Foucault, député de la noblesse. Je reconnais, messieurs, l'abus des pensions de cour, et je serais fier d'y renoncer pour l'avantage commun. Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur le curé Thibault, vous voulez la parole? Oui, merci, Monsieur le Président. Je vis parmi les laboureurs et les métayers. Je connais leur misère. Je sais combien ils souffrent. Le peu que je possède, je l'offre de bon cœur. Quant à vous, messieurs les abbés, messieurs les évêques, je vous en conjure, comprenez la douleur de nos paysans. Soyez charitables comme nous l'ordonnent les commandements de notre Sainte Église. Je vous en prie, dessaisissez-vous de vos droits sur les terres vous appartenant, détruisez vos colombiers, clôturez vos garennes, cessez de chasser, ne percevez plus la dîme. Monsieur le Président, un peu de discipline. Monsieur de Noailles, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, appliquons sur le champ le remède au mal qui agite nos provinces. Je propose que nous renoncions immédiatement à tous nos privilèges.
Bravo! Dans l'enthousiasme général, les barrières morcelant le royaume vont s'écrouler ce soir-là. Les députés du Dauphiné renoncent aux privilèges de leur province. Ils sont suivis par ceux de la Bretagne, ceux de la Provence et ceux de la Franche-Comté. Puis viennent ceux de Châlons, du Charolais, de la Bresse, du Bugey et de la Principauté de Dombes. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Strasbourg abandonnent leurs privilèges. De même Reims, Verdun, Bar-le-Duc, Bourges, Issoudun, Bergerac, Cahors, Étampes et Sarlat. Après le serment du jeu de paume et la prise de la Bastille, la France vient de faire un nouveau pas vers la liberté. L'abolition des privilèges est consommée. Plus rien ne pourra être comme avant. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme et du citoyen. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Mais tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance.
La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement punie par la loi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Lorsque la France commence sa révolution, les États-Unis d'Amérique ont déjà terminé la leur. Et c'est sur les principes des philosophes français des Lumières qu'ils ont établi leur jeune constitution. Ce groupe de motards part ce soir de cette scène pour le nouveau monde. Ils apporteront au peuple américain un message d'amitié pour les fêtes du bicentenaire de la Révolution française qui se dérouleront aux États-Unis. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta
torturés, mutilés, massacrés, écrasés, assassinés, révoltés, exilés, emprisonnés à jamais, morts pour la liberté. Ce chant vous est dédié. Nelson Mandela, Martin Luther King, Victor Jara, Angela Davis, Andrei Sakharov, Elena Bonner, Alexandre Dubček, Jan Palach, Miguel Ángel Estrella, Benigno Aquino, Julius et Ethel Rosenberg, Perpop Jelushko, Malik Oussekine, John Fitzgerald Kennedy, Ali Bhutto, Salvador Allende, Jamila Boupacha, Olof Palme, Anwar el-Sadat, Yewene, Jean-Marie Tjibaou, étudiants de la place Tiananmen à Pékin, ne vous oublions jamais.